est parti créer sa propre dynastie qui est celle que nous avons, c'est la coupe. Non, c'est disons pas que c'est que quand les princes se disputent le trône, c'est quand même dans la famille de ton père. Si maintenant on organise les funérailles, on désigne le successeur. Bon, le successeur continue la lignée du père. Mais tous les autres enfants, chacun a sa lignée. Donc c'est tous les princes, chacun a sa lignée. Donc ce qu'il y a, c'est que nous, on est issus de ce prince-là qui a discuté le trône. Or, il y a au moins une centaine d'autres qui sont des princes, mais qui n'ont pas été à ce combat-là. Mais ils ont quand même leur lignée qui continue. C'est-à-dire que les branches se multiplient, mais chacun privilégie sa lignée. Notre lignée, c'est Luako. La lignée royale qui est restée, c'est Ronde. Bon, il y a la lignée de Emandak. Il y a la lignée de Luale. Bon, c'est donc je connais les noms. Mais ça peut, comme les chefs ont au moins 300 enfants. Donc chacun peut aller. Oui, chacun a sa lignée. Mais ce qui est sûr, tous les lignées sont coiffées par femme. Oui, tous les lignées sont issus de la chefferie. Ok. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, traditionnellement, on se soumet à Bafang quand il s'agit des choses, quand ça va vraiment. Oui, même le chef Abonné, lui, qui est le fils de celui avec qui notre arrière-grand-père a discuté le trône. Bon, il fait partie de la lignée de celui-là. Mais nous tous, on se retrouve devant le chef Bafang, comme ses fils. C'est tout. Tu nous parlais l'autre jour, hier, un peu du caractère de grand-père. Comment il était dans sa vie. Grand-père était d'un caractère tellement dur, mais aussi d'une intelligence, d'une très grande intelligence. Parce que je crois que de toute sa vie, il n'a jamais perdu la face. Il a toujours gagné les causes. Et je t'ai raconté l'histoire du nom que tu portes. Tout à fait, Chula. Chula. Or, Chula n'était pas un nom de la lignée. Sauf que papa, lui, quand il était jeune, il a atteint sa majorité, donc je te parlais là. Et il voulait ce qu'on voulait comment on appelle ça, de son nom, il cherchait une compagne. Et il est allé dans une concession, chez un grand notable en Bana. Là où il a vu une fille qui lui plaisait, il a commencé à arranger ses fiançailles avec cette fille. Sauf que, bon, le père de cette fille, qui était aussi un très grand notable de la chefferie Bana, et qui était un dur autant que lui, mais un peu escroc dans les bords. Quand il est allé le voir, il lui a dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Papa a commencé à donner les cadeaux, comment on fait. Comme pour la dot. Pour les dots, tout ça, là, comme on fait d'habitude. Et jusqu'au jour où il avait déjà fait quand même à peu près une grande partie de ça, il a voulu au moins voir la personne pour qui il faisait tous ces sacrifices. Mais ce papa-là le reçoit et lui dit qu'il ne le connaît pas. Et que tout ce qu'il raconte là, ça ne lui dit rien. Et il insiste et il lui dit que non, il ne veut rien savoir. Et puis bon, cette fille-là, c'est celle dont tu parles, il l'a déjà donné en mariage à quelqu'un d'autre. Papa pique une crise. Et il va porter plainte. Or, ce monsieur était un monsieur tellement puissant. Il était juge au tribunal coutumier. Il était assesseur, comme on dit.
un monsieur à qui, dans tout le haut, quand personne ne parlait, il marchait à cheval, très grand de taille, imposant, tout ça là. Donc, il faisait peur à tout le monde. Donc, quand papa va porter plainte, tout le monde lui dit que est-ce que tu sais à qui tu portes plainte? Papa dit, moi je m'en fous. Il faut seulement qu'il règle mes comptes. Je ne peux pas aller donner tout ce que j'avais et puis finalement il me chasse comme un chien moins que rien. Non. Donc il porte plainte. Bon, c'est bon pour toi? Ouais. Bon, on dit porter plainte. Donc il porte plainte et bon, tout le monde est un peu surpris et on lui dit que mon ami, c'est la personne à qui tu portes plainte vraiment. On ne sait pas, c'est quelqu'un à qui personne n'a jamais osé. Des intouchables. C'était un intouchable. On lui dit non, il a pris les choses, il faut qu'il me rembourse. Tout à fait. Donc, on s'en va donc informer de l'existence d'une plainte contre lui au tribunal coutumier de Bafang. Il s'exclame, il dit que qui peut porter plainte dans ce pays? Qui peut oser me porter plainte? C'est pas possible. On lui dit, c'est la réalité. Il dit, ok, je vais venir voir. Ouais. Bon, le jour venu, il descend à cheval, il arrive, il attend le cheval dehors, il entre et on lui dit, monsieur, elle s'appelait Sorchula. Monsieur, parce qu'il était en même temps membre du tribunal. Ouais. On lui dit aujourd'hui, tu es un accusé. Donc tu dois rester au banc des accusés. Et on va appeler l'affaire. Donc quand on appelle l'affaire, on lui dit d'aller s'asseoir au banc des accusés. Et on interpelle papa pour qu'il explique sa plainte. Tout à fait. Donc papa se lève. Tout petit qu'il était, puisque je crois qu'il n'avait pas 21 ans. Ouais. Il explique posément, clairement, simplement. Le tribunal écoute. Et puis, quand il finit, le président du tribunal se retourne vers Niafou et lui dit, bon, Niafou, ce que dit ce garçon, est-ce que c'est vrai? Il se lève, il avance, comme il était grand de taille, il vient devant le garçon et dit, donne-moi la main, salue-moi. Tu es un homme. Tu es un homme. Comment elle a dit ça à toi? Ça, c'est le chum. Elle va se faire aussi le monnaie. Que tout a tout compris. Et il a restitué tout ce que papa avait versé. Cette affaire a tellement marqué papa qu'il a dit, si j'ai un enfant, je vais lui donner le nom de ce type parce que je voudrais que mon fils aussi soit fort et vaillant comme lui. C'est pour ça que vous portez le nom de Soula, votre papa, le nom de Soula, que vous avez hérité. Donc voilà l'origine de ce nom-là. Sinon, dans la lignée même, ce nom-là n'existe pas. Tu as vu, il n'y a que les Chouamou, les Galeux, les Fangen, les... ainsi de suite, quoi. Il n'y a pas. Mais même quand il donnait la main, il se gardait toujours haut, parce qu'il disait que non. Le grand-père ne devait pas exister dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas comment toi tu es allé naître dans des... Oui. En quelque sorte dans la porcherie. Oui, il fallait que tu naisses plutôt là-bas. Donc que tu sois avec nous. Ouais. Voilà, donc c'est toujours une condescendance. Tout à fait. Donc il se gardait toujours haut. Oui, bien sûr. Malgré tous ses péchés. Non, c'est quelqu'un qui avait une très haute estime de lui. Très haute estime de lui. Parce qu'il est allé à Paris, il rendait visite à un de ses neveux là, Gassara puis Emmanuel. Quand il est monté au-dessus de la tour Eiffel, l'exclamation qu'il a fait,
Il a regardé comme ça, il dit que c'est comment là on est là. Il dit que c'est comme le village de Bana, c'est dit que Paris. Ça c'est dans les années 1900. Ça dit, lui, pour lui, il n'y a rien de plus sur son village. Voilà. C'est ça. Là, ça devait être dans les 1930, Oui. 30 quelque chose. Bon, donc, voilà, le volet. Ouais, c'est bien ça. Parce que quand tu racontes l'histoire, en principe, le papa il est né en 1939. Voilà. Papa. Donc ça devait se passer en 1937, quelque chose comme ça. Oui, c'est-à-dire que papa est né en Ça coïncide avec un peu l'âge du grand-père quand il est né. Donc si tu ajoutes 20 ans dessus, il avait 25. Oui, puisque papa est né quand il avait 27 ans. Et même sur l'acte de naissance, c'est marqué 27 ans. Il est né âgé de 27 ans. Je crois que j'ai reçu son acte comme ça. C'est quand tu fais 27 plus 1915, ça fait... Attends, vas-y. Je pense qu'on a fini avec cette phase-là. Donc, on a parlé sur la première vidéo de la dynastie Zorako. Et après ça, on a parlé du grand-père, notre grand-père, qui est papa de tonton. Et mais on n'a pas touché le côté maternel. On a dit on avait touché le côté maternel. Le côté maternel de grand-père. On a dit qu'il est né de Mamie Galure, qui était la fille de Zakin, un grand notaire. Bon, et puis sa mère était changée. Bon, ça suffit parce que ce n'est pas très long. Et puis, papa, il avait grandi chez sa tante. Parce que, premièrement, il avait été occupé par son oncle quand, à la mort de son père Fangem, tu as corrigé si je suis wrong. Donc, il a commencé à grandir avec son oncle et pour le protéger, sa tante a perçu un peu ça. Non, c'est-à-dire que... Elle est venue le prendre. Non, c'est-à-dire que son oncle n'est pas venu le protéger. Non, sa tante. Son oncle est venu prendre sa mère et il s'est trouvé en danger dans la concession même, à côté de sa mère. Tout à fait. Et c'est pour ça que sa tante est venue le récupérer pour l'amener ailleurs. Tout à fait. Sa tante, en fait, sa tante qui s'appelait Gangwe. Non, sa tante s'appelait Mamie Masiako. Masiako. Mamie Masiako, la tante de papa, qui l'a élevée. Tout à fait, le grand-père. C'est Masiako. Mais c'est ça, la fille est née de Masiako qui s'appelle Gangwe. Ok. La fille est née. Donc, elle était comme un grand frère à papa, une grande sœur à papa, puisqu'ils ont grandi dans la même concession. Leur tante, la tante qui était pratiquement une tante, c'est une mère. Et cette tante avait une fille qui devait être la cousine de papa, qui est Mamie Ngangwe. Mais la tante en question qui a récupéré papa, c'est Masiako. Masiako. Oui. Ok. Donc Masiako est la maman de Ngangwe, et qui est la tante de papa qui l'a élevé. Ok. Et pourquoi il n'a pas donné le nom de Masiako, le nom de sa tante? Parce qu'il a une bonne relation avec ça. C'est Ngangwe. Et Masiako là. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut dire? Tu as encore autre chose à dire par rapport à ça? Si c'est toi qui poses des questions. Il y a beaucoup de choses, mais maintenant ça dépend de ce que... Ça dépend des questions. Ok. Ben, on va reprendre sur une autre vidéo avec les questions. Voilà. Ça tourne, allez-y. Sur la même vidéo? Oui. Voilà, suite que tu me poses. On va découper. Au fur et à mesure que j'ai passé, ce sera à bâton rompu. Tu poses des questions, je réponds. Tu poses des questions, je réponds. Ok. Tu parles un peu de la vie de grand-père durant le temps du maquis, là, tout ça. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que dans le pays de Bameke, il y avait eu ils avaient même déposé des bombes qui brûlaient la forêt, tout ça. Des bombes napalm, comment on appelle ça? Ouais. Qui brûlaient la forêt. Donc, tu as expérimenté ça? Non, j'ai simplement appris. Et ce n'était même pas dans le haut camp, c'était surtout chez
les Bafoussam, les Bouddhas et les Tchans. Ok. Je passe là-bas. Mais en ce qui concerne papa, bon, depuis les années 50, il y avait le mouvement d'indépendance. Et dans chaque village, il y avait des associations qui réfléchissaient dans ce sens-là. Bon, en 1954, je crois, l'administration française s'est entendue avec les chefs traditionnels pour leur demander de traquer tous leurs citoyens qui agissaient dans ce sens, c'est-à-dire qui étaient sympathisants des mouvements de révolution, de l'indépendance. Et beaucoup de chefs en ont profité pour faire aussi des règlements de compte intérieurs. Comme papa était quelqu'un à qui on ne dit pas n'importe quoi, il était donc en conflit avec le chef Babounet. Le chef Babounet en a profité en 54, je crois que c'est en 54 ou 55, pour raser toute la concession que tu vois là. On avait près de 9 cases. Ah bon? Ouais. On a rasé tout. On a arrêté papa. On est allé le mettre en prison, en disant qu'il était UPCiste. Ouais. Même s'il était sympathisant, il n'avait pas la carte. C'est vrai. Mais c'était un règlement de compte que le chef Babounet a fait. Donc il a ruiné. Donc il a fait 1 an. Et je me souviens donc que j'ai vu ma maman. Nous on était à Bafan, chez Papa Mimba, donc je t'ai parlé là. Je l'ai vu arriver, elle n'avait que le cache-sexe. Puisque quand on est venu détruire la concession, eux ils étaient au pressoir à huile. Bon, quand on est au pressoir à huile, on est habillé le moins possible pour que l'huile ne salisse pas les vêtements. Donc tout ce qui était là-bas, soit cache-sexe, tout ça là. Donc je vois maman avec Boni, qui arrive avec Boni en main. Donc c'est là qu'on s'est déporté au village. Quand on arrive, toutes les maisons sont par terre. Et ils ont donc ramassé tous les biens de papa, les actes de naissance des enfants, la machine à coudre, tout. Nous qui étions donc hors du village, on a échappé. Parce que nos actes de naissance étaient déjà à l'école principale. Ce qui veut que ça ne nous a pas handicapés pour aller à l'école. Mais tous les autres, pour arriver à récupérer l'acte, c'était quelque chose, parce que le chef Babounet ne voulait même pas. Donc voilà la première phase que papa a subie et qui est reliée un tout petit peu au mouvement d'indépendance du Cameroun, mais avec une volonté de règlement de compte interne avec le chef. Bon, papa, quand il sort de prison, il essaie de se reconstituer. Il met en chantier la case, construit une nouvelle case pour habiter, tout ça là. Et le temps arrive, il faut que nous on entre en 6e. Tout à fait. Donc en 57, on a le CPE. Il faut payer pour entrer en 6e, il faut payer la scolarité. C'est à ce moment-là qu'il demande le concours du papa Chiki, de notre tuteur, chez qui on était depuis presque 7 ans, parce que de 52 à 57, ça devait faire 5 ans. Et on travaille là-bas. Ça c'est chez Papa Mimba. Ouais. Mais Papa Mimba a dit non, il ne peut pas l'aider.